Merci. Je sais peut-être... Vous m'entendez sans micro? Oui, très bien. Non? Non, je les garde alors. Oui, oui. N'hésitez pas, je sais que j'ai un accent, c'est la fin de la journée, on est tous fatigués, donc n'hésitez pas à me dire si vous ne me comprenez pas, si vous ne m'entendez pas. Bon, comme Eric vous a présenté, en fait, je viens d'être recrutée pour travailler à Avignon avec Thomas. Là, la partie que je vais vous présenter aujourd'hui, ça fait plutôt partie, je vais parler en fait de l'effet des biodiversités, entre autres des forêts, sur la résistance aux ravageurs. C'est plutôt des travaux que je fais pendant ma thèse et un peu avec quelques perspectives et qu'on va continuer avec Thomas à partir de cette année du coup. Donc, je vais commencer pour vous parler aussi d'interaction plante-insecte, mais je vais expliquer d'un point de vue un petit peu différent de ce que vous a expliqué Thomas, complémentaire. Et ensuite, une fois que après cette introduction sur les plantes-insectes, je vais parler des rôles de la diversité forestière sur ces interactions plantes-insectes. Souvent, on n'a pas juste une plante et un insecte, mais ils sont entourés pour toute la communauté végétale. Et à la fin, en fait, je vais rajouter en fait sur ces interactions biotiques les effets des autres organismes tels que les micro-organismes associés aux plantes et aux insectes, avec quelques... Bon, j'ai mis dans les titres perspectives vers des nouvelles stratégies de gestion. Bon, ce n'est pas tout à fait ça. Là, je vous préviens depuis le début, c'est des recherches qui sont faites actuellement pour avoir d'autres moyens de gestion, mais ce n'est pas tout à fait... Voilà, c'est des choses qu'on est en cours que je voulais vous introduire pour avoir votre avis. Donc, c'est un point de vue vraiment très simpliste. Hein. L'interaction entre un insecte et une plante, ça va dépendre, dans un premier lieu, de la capacité de l'insecte de reconnaître sa plante hôte. Et une fois que cette plante hôte est reconnue, là, ça va dépendre aussi de la capacité à manger cette plante hôte. D'un autre côté, les plantes, comme on a été présenté antérieurement, c'est des organismes sessiles, ils ne vont pas bouger, mais par contre, ils sont déjà évolués, ils ont plusieurs stratégies pour se défendre. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure un peu plus en détail. Et en plus, les plantes, ce n'est pas toujours une ressource optimale pour l'insecte. Donc, l'interaction entre l'insecte et la plante hôte, ça va dépendre aussi de la qualité nutritive que cette plante a pour l'insecte. Donc, j'enchaîne un peu avec les défenses pour avoir une idée de la diversité de défenses qu'ont les plantes. Elles peuvent être classifiées de plusieurs façons. Donc, une d'elles, c'est entre des défenses chimiques, comme tous les composés secondaires que vous avez sûrement entendu parler, comme la nicotine, les phénols, les flavonoïdes, qui sont faits aussi pour empêcher les insectes de se nourrir, pour certaines espèces en tout cas. Après, ces défenses, elles peuvent être aussi physiques, comme les trichomes des plantes, ces petits poils là qui évitent que l'insecte reste collé. Bon, en fait, oui, il y a les trichomes qui restent collés, il y en a certains même qui sont en même temps chimiques et physiques, comme certains trichomes qui ont des glandules et qui vont avoir des composés secondaires en plus de cette défense physique. Ensuite, ces défenses, on peut les classifier aussi entre constitutives et induites. Donc, les constitutives, c'est des défenses des plantes qui sont tout le temps présentes, comme par exemple les épines, les trichomes. Mais après aussi, il y a tout un arsenal de défenses que la plante peut déployer une fois qu'elle est attaquée. Lors d'une attaque d'un insecte ou un champignon pathogène, la plante elle va réagir un peu comme notre système immunitaire. Ces voies sont assez complexes souvent et il est assez spécifique en fonction du type d'organisme qui attaque la plante. Je reviendrai un peu plus tard sur ces défenses induites, dont ils sont actuellement en train d'être recherchés pour avoir des possibles applications, pour avoir des vaccins par exemple, comme chez nous pour les plantes. Je reviens sur ça plus tard. Donc juste les défenses aussi, bon, comme je dis, elles sont vraiment très diverses. Elles peuvent être aussi classifiées en direct ou indirect. Donc, direct, voilà, c'est comme toutes les défenses que je vous ai présentées tout à l'heure, qui peuvent être ces trichomes qui défendent la plante d'être mangée par l'insecte. Mais indirect, ça peut être aussi indirect, c'est les défenses qui ont les plantes qui impliquent un autre organisme. Souvent, en anglais, on appelle ça les cris en aide de la plante.
Donc c'est souvent ce qu'on entend parler pour la communication de la plante. C'est qu'une plante, quand elle se fait attaquer, souvent elle émet des composés volatiles organiques en général, qui vont être attractifs pour les prédateurs de cet insecte, comme par exemple certains parasitoïdes. Je reviendrai aussi sur ça plus tard. Donc, comme je vous disais au début, ça va dépendre donc de l'interaction entre la plante et l'insecte, d'un côté de la capacité que la plante a à se défendre, mais aussi l'insecte d'abord, avant qu'il puisse le manger, il faut qu'il la reconnaisse, sa plante hôte. Pas tous les insectes vont s'affecter à toutes les plantes possibles. Il y en a certains qui seront plutôt sur les conifères, d'autres qui vont être spécifiques aux chênes. Donc pour cela, l'insecte, en fait, il se base sur des indices chimiques, donc c'est ces composés volatiles, ou des indices aussi visuels, comme ça peut être juste la couleur de l'arbre ou la forme, qui va faire qu'il puisse se différencier entre sa plante hôte et la non hôte. À partir d'ici, en fait, vous verrez souvent, en fait, j'ai travaillé pendant ma thèse sur les cynipes du châtaignier. Donc, toutes mes dessins, ça fait un peu allusion au châtaignier et d'autres essences où j'avais travaillé sur les rôles de cette biodiversité, sur les effets de ces ravageurs. Je vous parlerai aussi tout à l'heure. Donc, comme je disais, dans ces interactions, l'arbre et l'insecte, ils ne sont pas tout seuls. Souvent, voilà, ils sont dans une forêt. Donc, cette forêt, elle peut être composée majoritairement par une essence, par une espèce, ou elle peut être très diverse. Donc, on entend souvent parler du fait que les forêts diverses elles sont plus résistantes aux insectes herbivores. Donc, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas si simple, on ne peut pas généraliser tout le temps, toujours. Donc, il y a souvent, on peut parler quand on étudie l'effet de la biodiversité sur la résistance des insectes avec des plantes aux insectes, on parle souvent de résistance par association. C'est quand notre mélange, il souffre moins de dégâts que quand il y a les plantes en monoculture. Et des fois, on peut parler par contre aussi de la susceptibilité par association. Il y a des mélanges, par contre, qui vont avoir plus de dégâts que les monocultures de façon séparée. Donc, je vais revenir un petit peu sur les mécanismes de pourquoi on peut avoir de la résistance par association, pourquoi de la susceptibilité. Qu'est-ce qu'on connaît, comment on peut les comprendre pour éviter, vraiment le but c'est de faire des mélanges qui vont être plus résistants aux insectes, bon, entre autres facteurs. Donc comme je vous disais, dans une forêt, voilà, l'insecte et l'arbre hôte ne sont pas tout seuls. Donc déjà, comme je disais, l'insecte, en fait, l'interaction avec la plante, ça va dépendre de sa capacité à la reconnaître. Donc dans cette recherche de sa plante hôte, les voisins, ils vont intervenir. C'est sûr que ce n'est pas pareil d'arriver à une forêt de pins pour les scolites qui a que du pin, à une forêt où les pins sont cachés entre des grosses chênes, par exemple. Donc il aura ces comportements de recherche, il va affecter pour les voisins. Aussi, les choix de la plante, les insectes, souvent, ils vont, on peut dire qu'ils peuvent, les choix de l'insecte pour une parcelle et une autre, ça peut dépendre aussi, entre autres, des prédateurs qu'il va avoir. Donc en fonction de la diversité des plantes, il va avoir plus ou moins d'oiseaux de différentes espèces. Et cette diversité des prédateurs, elle peut influencer où est-ce que notre insecte va aller attaquer les plantes. Et aussi, comme je disais, la diversité des plantes et les espèces voisines aussi, influencent comment l'insecte il va vraiment pouvoir s'attaquer à la plante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a quelques études qui ont montré qu'en fonction de la plante voisine, par exemple, bon, je reprendrai les châtaigniers, s'il est entouré par des pins ou s'il soit entouré par des chênes, une fois qu'il est attaqué, il émet des volatiles. Et ces volatiles et ces défenses, elles vont en fait être influencées pour les voisins qui ont à côté. Donc là, c'est juste pour vous dire, en fait, les voisins, dans toutes les étapes d'interaction entre l'insecte, de son comportement de recherche jusqu'à la consommation et la défense de la plante, ils peuvent être influencés par la biodiversité des plantes. Donc, je reviens à ces mécanismes, du coup, je vais aller un peu plus en détail. Mais c'est déjà, la première chose qui peut nous venir à l'esprit, c'est que quand on a une monoculture, du coup, on a une concentration de notre ressources. Là, comme je disais, j'ai repris les cynipes du châtaignier, vu que je ne suis pas une experte en escolites. Voilà, je vais voir les cynipes de châtaignier. Pour celles qui ne les connaissent pas, c'est une petite écaille, c'est un microminoptère invasif qui est arrivé d'Asie il y a quelques années en France,
qui s'attaque au châtaignier, qui fait des gales. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la présentation des tomates, c'est cette espèce de grosses boules qui est attachée aux arbres, où l'insecte est dedans et qui pompe les ressources de la plante. Donc dans les cas du châtaignier, là où il devrait avoir une branche, ou là où il aurait dû avoir une fleur, une châtaigne, mais il y a une gale. Donc c'est vraiment un problème. Donc bon, si je reprends cet insecte, quand il va chercher, du coup s'il arrive dans une grosse châtaignière, sa ressource elle va vraiment être élevée et ça va faire un open bar. Je prends les termes de Thomas, donc il va vraiment avoir envie d'y aller. Alors qu'on peut supposer que dans une forêt mélangée où les châtaigniers ils se retrouvent un peu cachés par d'autres essences non hôtes, l'insecte il aura moins de facilité à trouver sa plante hôte parce que les voisins ils vont faire des barrières physiques, par exemple en les cachant, ou chimiques avec ces volatiles qu'il va avoir besoin pour reconnaître sa plante hôte. Donc, bon, je présente du coup l'étude sur les cynides de châtaigniers. Ce qu'on avait vu, c'est que dans des parcelles précisément où les châtaigniers, donc là en rouge, il était à monoculture, Castanea sativa, il avait des taux de dégâts qui s'élevaient au 90% des pousses. En fait 90% des bourgeons, il y en avait des gales. C'était une forêt en Italie, bon, c'était pas en France, mais vraiment, en France, il avait des taux similaires. Alors que quand on regardait du coup les châtaigniers avec d'autres essences, là vous savez, avec du pin, du frêne ou du chêne, c'était taux d'attaque, même si il était haut quand même, il était réduit. Là par exemple avec les chênes, du coup, les taux étaient plutôt à 70%. Ça peut sembler quand même très élevé, mais 20% des pousses attaquées en moins, ça peut permettre à la plante de mourir ou survivre, ça peut jouer un rôle très important. Donc on s'intéressait à pourquoi, voilà, quel mécanisme pourrait être. Donc déjà on a regardé par rapport les taux d'infestation de cynides du châtaignier par rapport à la proportion des châtaigniers dans la parcelle, en fait en termes de surface terrière au sol. Et ce qu'on se rend compte est que les taux d'infestation est vraiment très corrélé au taux à la surface terrière. Donc à la fin, vous savez, à 1%, c'était ce qu'on appelle la monoculture. Donc il y a bien eu un effet de dilution de la ressource qui pourrait expliquer qu'il y a moins de dégâts dans les parcelles mélangées. Par contre, moi, comme je dis, là, je vous ai montré un exemple de résistance par association, donc une diminution des dégâts dans les parcelles où les châtaigniers s'étaient ouverts en mélange. Il y a des études qui ont montré aussi le contraire. Donc là, par exemple, c'est une étude voilà, des années 2000 qui a été reprise à numereuses fois, où ils ont regardé en fait des larves d'Anisophila, j'ai oublié les noms en français, de la tordeuse, pardon. En fait, ils regardaient par rapport à des parcelles où il y avait du érable ou du frêne. Donc en général, elle se préférait à l'érable. C'était la tordeuse. Bon, ça s'appelle pas. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié un peu les noms en français, mais c'est bon, Anisophila qui préfère normalement l'érable. Donc il avait des dégâts quand il était tout seul, des dégâts très importants dans l'érable, alors qu'il était plus faible dans les bouleaux, peupliers, pardon. Par contre, quand on mettait ça en mélange, en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que quand les peupliers se trouvaient à côté de l'érable, lui, il s'est fait aussi beaucoup attaquer, alors que normalement, quand il était seul, les dégâts étaient très faibles. Donc et là, en fait, les auteurs ils ont conclu qu'il avait une espèce de contagion de la plante voisine vers une autre qui n'était pas forcément leur préférée, mais une fois qu'il est à côté, il va aussi les manger. Donc c'est pour ça que là, après, j'y reviendrai, c'est très important les choix des essences qu'on met en mélange. C'est en Amérique du Nord? La primée, c'était en Amérique du Nord, c'est ça? Oui. Ouais. Oh, il y a des exemples comme ça aussi, de quelques cas en France. Ouais. Donc là, voilà, on parle d'un mécanisme qui pourrait être résulté en résistance à susceptibilité par association. Après, dans ce jeu, je vous ai parlé tout à l'heure que ça pouvait avoir, la diversité, elle pouvait avoir aussi un rôle sur les prédateurs des insectes, sur leurs ennemis naturels. Donc là, ce que je vous montre, c'est une méta-analyse. Je ne sais pas si tout le monde connaît. En gros, c'est une analyse d'analyse. Donc
c'est une étude qui prend en compte toutes les études publiées dans la littérature sur les sujets, où il regarde la richesse, dans ces cas, la richesse, activité ou abondance des prédateurs dans des forêts mélangées et qui les compare à des forêts à monoculture pour avoir une tendance globale. Donc là, dans cette méta-analyse récente, ce qu'il montre, c'est que, en effet, dans les parcelles où on est en mélange, donc ça serait les côtés positifs du graphique, on a un effet positif en fait, ça veut dire un effet positif de la diversité sur l'abondance des prédateurs. Et aussi, comme vous pouvez voir, par rapport à la richesse, là à gauche, aussi on a un effet positif de la diversité sur la richesse des prédateurs. Donc en général, les forêts mélangées ils sont plus abondantes et riches en prédateurs d'insectes. Par contre, quand ils ont essayé de conclure par rapport à l'activité des prédations, la prédation en soi des insectes sur les herbivores, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vraiment conclure, qu'il n'y a pas de différence significative. Après, ça peut être dû aussi au fait, entre autres, qu'il y a une forêt plus diverse, il y a plus de prédateurs, plus riches, mais il y a aussi plus de diversité d'herbivores en général. Ça marche à toutes les échelles. Donc, et l'activité aussi des prédations, ce n'est pas si facile que ça à mesurer. Donc, pour récapituler, en gros, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent faire qu'on tombe soit sous la susceptibilité par association, donc comme je disais, plus de dégâts dans les forêts mélangées par rapport à la monoculture, et beaucoup de mécanismes aussi qui vont plutôt basculer sous la résistance par association. Donc, dans la susceptibilité par association, comme je disais, il peut y avoir ce phénomène de contamination par les voisins. Mais par contre aussi, il y a d'autres mécanismes qui pourraient expliquer ça. Bon, un peu plus dur à prouver, mais on parle aussi de la complémentarité alimentaire, qui pourrait, c'est comme chez nous, de manger 5 fruits et légumes différents par jour. Donc pour les herbivores qui peuvent s'attaquer à plusieurs essences, l'effet d'avoir une diète plus variée, ça pourrait se traduire à une meilleure qualité de vie pour l'insecte. Donc plus de performance, plus de survie, plus de reproduction. C'est une théorie pour expliquer cette susceptibilité par association. Mais d'un autre côté, on a aussi cette résistance par association où le mécanisme, comme je revenais, c'est que les voisins ils peuvent jouer sur l'apparence qu'il y a l'arbre pour l'insecte, la capacité à le reconnaître, en faisant comme barrière chimique ou physique. Aussi sur l'effet qu'en soi la ressource est diminuée, donc c'est moins les open bars pour l'insecte, ou sur les ennemis naturels qui sont plus riches. Donc bon, là, on s'est dit, ok, on peut avoir les deux, mais quelle est la tendance générale? Donc là, je vous montre un résultat d'une autre méta-analyse. Donc voilà, c'était ces analyses, je ne sais pas si tout le monde a vraiment, si je me suis bien exprimée tout à l'heure, mais en gros, c'est comme une synthèse bibliographique. Sauf que plutôt que compter, il y a 10 cas où ils ont montré une résistance par association et 15 cas qui ont montré une susceptibilité. Ils récupèrent les données de chaque papier, parce qu'ils ne vont pas tous utiliser le même nombre de réplicats, le nombre d'essences et d'arbres, et ils refait une analyse statistique. Donc là, ce qu'ils ont montré, que c'est pour les insectes monophages, donc celles qui vraiment ils vont s'alimenter sur très peu d'essences, une espèce ou 2 espèces d'arbres. En général, il y a ce phénomène de résistance par association, parce qu'il y a moins de probabilité de contagion, parce que la ressource est plus diluée. C'est le cas aussi des insectes oligophages, qui se nourrissent encore, qu'on est sur très peu d'espèces, sur quelques genres. Par contre, c'est dans les cas des insectes polyphages, qui vont s'attaquer à plusieurs essences, où il y a autant de cas de résistance par association que susceptibilité. Donc il faut vraiment se poser la question sur quelle essence on mélange quand on veut faire face à un insecte polyphage qui peut s'attaquer à plusieurs essences. Parce qu'il peut y avoir ces phénomènes de contagion, même de complémentarité alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut en conclure du coup de cette méta-analyse? C'est que, en gros, que ce soit de la résistance par association ou susceptibilité par association, ça va dépendre déjà si l'herbivore est généraliste, donc qui s'attaque à plusieurs espèces, ou plutôt spécialiste, avec très peu. Donc en général, la majorité des cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la résistance par association dans les spécialistes. Pour les généralistes, c'est plus compliqué, comme je disais, c'est plus compliqué à dire, même qu'il y a certains
il y a plus d'écart de susceptibilité par association. Par contre, cette tendance à avoir une susceptibilité par association, ça diminue avec la distance phylogénétique des arbres. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'insectes, même s'ils sont généralistes, qui vont en même temps s'attaquer à un chêne qu'à un pin. Donc plus les sens sont loin phylogénétiquement, moins il y a de probabilité, mais il y a toujours quelques exceptions, de qu'il y ait un insecte généraliste qui puisse s'attaquer aux deux. Donc un peu la conclusion de cette méta-analyse récente, c'est qu'il faut essayer dans ce mélange, surtout quand on veut faire face à un insecte généraliste, c'est de privilégier des essences qui sont loin phylogénétiquement les unes des autres pour diminuer les chances qu'il y a ces effets de contagion ou de complémentarité alimentaire. Donc, pour conclure un peu ce qu'il fait présenter, on a vu vraiment les dégâts des insectes, il va dépendre de façon générale de la communauté végétale. De façon générale, on a de la résistance par association, mais ce n'est pas toujours le cas, surtout dans les cas des insectes généralistes. Donc, et surtout quand les sabres sont proches dans les plans fonctionnels, donc voilà, par exemple les différentes espèces de chênes, plutôt que une chêne et un pin. Et en fait, là je vous présente souvent les études, se font avec une essence, avec un insecte focal. On va étudier les dégâts d'un insecte sur une essence d'arbre. Les effets à niveau de la communauté en entier sont moins bien connus. Là, souvent, les méta-analyses prennent tous les papiers, mais il y a très peu d'études qui s'intéressent à niveau de la communauté des herbivores en général ou à la communauté des prédateurs et les effets sur la communauté de tous les arbres présents dans la parcelle. Donc, là, c'est un peu voilà, ce que j'en conclus les pros et contre de la diversité, la monoculture. Donc, une diversité, là, je vous ai parlé des faits des herbivores, mais la diversité, il y a plusieurs études qui ont montré qu'en général, une forêt diversifiée, elle est plus résistante et plus résiliente, il a une meilleure aussi productivité. Donc, c'est aussi des points à tenir en compte, donc ils ne vont pas réagir de la même façon aux insectes. Ça permet aussi d'avoir plus d'assurance contre un mauvais choix d'essence. Si il y a un problème sur une essence, ça évite de perdre toute la parcelle. On peut avoir l'autre essence qui il a moins de probabilité que les deux soient attaqués. Et aussi vis-à-vis du changement climatique, comme Thomas il a parlé, qu'il va y avoir une affaire sur les insectes, bon, on met plus de chances à ne pas se tromper. Voilà. Par contre, les monocultures, il a aussi quand même ces points positifs, on va dire, points à faveur. C'est que surtout au niveau du coût de la gestion, exploitation, homogénéité des produits, la régénération. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a autant de monocultures qui ont été plantées parce que c'est plus simple à exploiter. Donc, il y a aussi notre piste de recherche qui, voilà, c'est plutôt d'utiliser la diversité génétique donc au sein des mêmes espèces. Il y a quelques, bon, là je ne les montrerai pas ici, mais il y a quelques études qui montrent que par rapport aux insectes herbivores, quand on prend une parcelle qui est très diversifiée à niveau génétique, il peut avoir autant d'effets sur les herbivores qu'une parcelle qui est très diversifiée à niveau essence. Mais ce que ça veut dire, c'est d'avoir aussi des génotypes qui sont très différents à niveau des traits, donc des caractéristiques, par exemple comme la production de défense. Et bon, ça aussi, c'est pas si évident toujours, moi, un point de vue pratique, ce que connaissez-vous mieux que moi. Donc là, je reviens en fait sur ces interactions plantes-insectes. Là, il a une plante, j'ai commencé par une plante et un insecte. Après, c'est la communauté végétale, mais en réalité, c'est pas si simple non plus parce qu'il y a aussi d'autres organismes impliqués. Comme par exemple, ici, je vais parler du microbiote, donc les micro-organismes qui sont associés aux plantes et aux insectes. Donc là, c'est juste un exemple d'une étude qu'on avait fait. C'est encore une méta-analyse où on s'était intéressé, en général, les insectes, qui affectent une plante, cette plante elle est déjà habitée par des champignons. Donc, qu'est-ce qui est l'effet? Est-ce que ça change pour l'insecte? Est-ce qu'entre une plante affectée par un champignon ou pas, est-ce qu'il y a des différences par rapport aux performances, à comment l'insecte va se développer sur cette plante? Donc là, dans cette étude, on avait séparé les champignons en fonction du mode de vie.
donc d'un champignon biotrophe, donc c'est celles qui maintiennent les cellules des plantes vivantes, mais qui se nourrissent et qui causent des dégâts. Des endophytes, on a vu dans les présentations précédentes, qui sont dans les tissus des plantes, mais qui ne causent pas des symptômes visibles des maladies. Même si, dans certains cas, dans leur mode de vie, on ne comprend pas encore très bien comment, ça peut changer et devenir des pathogènes ou des saprotrophes. Et ensuite, des champignons nécrotrophes, donc c'est aussi qui causent des maladies, mais eux, ils vont tuer les cellules avant de se nourrir, donc c'est souvent les champignons qu'on voit, des grosses taches noires comme les chancres. Est-ce qu'on regardait, quand on compare une plante qui est affectée par un champignon biotrophe et une plante qui n'est pas infectée par un champignon biotrophe, ces champignons biotrophes, en général, il va avoir un effet négatif sur l'insecte par rapport à, voilà, par rapport à une plante saine. En fait, là, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails des calculs, là, c'est juste qu'on compare à chaque fois dans l'étude une plante infectée et une plante pas infectée. L'effet size, c'est un indice qu'on calcule pour pouvoir comparer des études entre eux. Ça donne une ordre de grandeur des effets, sans qu'il soit, par exemple, on calcule des performances, donc, pour pouvoir comparer des survies d'insectes avec des données de poids. Donc c'est juste indicatif, là, l'effet size négatif dans cette graphique, et ça veut dire un effet négatif sur les performances de l'insecte. Donc sur la survie, sur la reproduction. Un effet positif, ça veut dire voilà, un effet positif sur l'insecte. Comme vous pouvez voir, de façon générale, c'est un effet négatif sur l'insecte. Sauf les champignons nécrotrophes où il y a moins d'effets, où il n'y en a pas. Aussi, c'est parce que normalement, les nécrotrophes, ils finissent par tuer les plantes. Les études, ils sont faites sur les premiers stades d'infection. Donc souvent, cette tendance à avoir même un effet positif, ça peut être dû à qu'ils mettent à disposition des ressources de la plante qui n'étaient pas accessibles pour l'insecte. Mais bon, après, quand la plante est morte, l'effet sur l'insecte peut être bien négatif comme les autres. Donc bon, là, c'est juste un exemple pour dire qu'en fait, ces champignons, voilà, ils vont influencer les indices, comme je disais, chimiques et visuels qu'ils vont utiliser pour reconnaître la plante. Ça va changer la qualité de la plante et hôte et les défenses de l'hôte. Donc, ils ont vraiment un effet sur les insectes. Bon, là, ici, je n'ai pas parlé de mycorhizes, hein, parce qu'on l'a évoqué avant, mais c'est des groupes assez complexes à sortir, à en tirer des conclusions. Ça dépend aussi si c'est des endomycorhizes, des tomycorhizes. Donc, bon, ici, je vais vite vous épargner ça. Bon, là, c'était juste un exemple pour dire, voilà, les plantes et les insectes, ils ne sont pas tous seuls. Donc, il y a un microbe associé à tous les deux. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de certains types de champignons associés aux plantes. Mais en réalité, les plantes, on dit que c'est des soliviantes. Donc, il y a plein de micro-organismes associés au tissu des plantes, des bactéries, des virus, des champignons, qui, eux, ils vont affecter déjà, entre autres, la qualité nutritive de la plante ou la défense, donc l'insecte. Mais l'insecte aussi, de son côté, c'est des soliviantes. Donc, eux aussi sont associés à plein de micro-organismes dans leur corps. Donc, il peut y avoir des champignons, aussi des bactéries, des virus. Des deux côtés, ces microbes, ils peuvent être bénéfiques pour l'un comme pour l'autre, comme négatifs. Il y a des micro-organismes qui vont être dans les insectes, qui vont plutôt les aider à contraire les défenses des plantes, par exemple, alors qu'il y a d'autres qui sont des parasites des insectes, et là, on peut l'utiliser en biocontrôle. C'est pareil pour les plantes. Il y a des micro-organismes qui vont devenir pathogènes, alors qu'il y a d'autres qui sont des symbiotes et qui vont plutôt augmenter les défenses des plantes vis-à-vis des insectes, ou même aussi avoir des effets sur la sécheresse dont on parlera demain. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes de recherche, c'est juste de dire en ce moment, qui sont focalisées sur ces microbiotes des plantes, sur comment l'exploiter pour avoir les côtés bénéfiques des micro-organismes des plantes, ou même utiliser aussi celles qui sont négatives pour l'insecte en biocontrôle. Donc, bon, quand je revenais, c'est vraiment des choses, tu vois, là ici, on a un article de cette année, un article des revues d'opinion, qui propose l'utilisation de cet microbiome tant de la plante comme de l'insecte pour de nouvelles stratégies de gestion, pour avoir des plantes qui sont par exemple plus résistantes à la sécheresse et en même temps plus résistantes aux insectes. Donc, et on peut se demander, autant qu'on peut sélectionner les génotypes d'arbres, pourquoi pas les microbiomes, qui pourraient être aussi, et cet microbiome, il peut être vraiment géré depuis qu'on a les semences jusqu'à la production forestière. Voilà, c'est juste, bon, là d'ici à que ça soit appliqué, c'est pas tout de suite. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites,
Bon, c'était juste pour donner une touche un peu positive de ce qu'on fait. Ensuite, voilà, j'ai fini sur ça. Je vous ai parlé, depuis le début, je vous parlais de défense des plantes, défense induite, des interactions avec les volatiles et d'autres organismes. Donc, aussi, bon, c'est des choses qui sont faites déjà, utilisées comme des attractifs pour les prédateurs, quand on peut mettre un spray, par exemple, et augmenter un peu la quantité de prédateurs de notre insecte. Aussi, voilà, juste, bon, là, je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails, mais juste pour dire que la chimie, ça régule une grosse partie de toutes ces interactions des plantes avec les pathogènes et les prédateurs des insectes et avec l'insecte en soi. Et qui ça fait avoir de nouvelles, voilà, ça donne des pistes vers de nouvelles stratégies. Comme par exemple, j'ai fini sur les scolytes. Bon, même moi, je ne suis pas une experte en scolytes, mais j'étais tombée sur cet article récent où il propose l'utilisation d'une hormone, les méthylplasmonates, qui est induite par la plante lors des attaques des insectes. Les effets à long terme, en général, c'est des choses qu'on a étudiées là, mais ça va avoir, par exemple, les sprays avec les méthylplasmonates, mais ça va avoir un effet sur l'écosystème parce que ça va attirer aussi les prédateurs. C'est une hormone qui peut attirer les prédateurs, changer la composition d'autres organismes. Qu'est-ce qu'il y a à long terme? Bon, c'est des questions qu'on se pose, qu'on doit investiguer encore. Là, souvent, comme je dis, j'ai mis échelle d'individus, c'est que normalement, on étudie une espèce de plante, une espèce d'insecte dans les études, mais au niveau de la communauté, qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y en a pas autant de questions pour répondre. Et bon, comme Thomas a déjà un peu parlé de réchauffement climatique, qu'est-ce qui se passe dans les cas où une plante, par exemple, est stressée? Bon, Nico parlera demain plus. Ou un stress hydrique. Est-ce que c'est, par exemple, les sprays avec méthylplasmonate, il marchera toujours alors que la plante est affaiblie? C'est des choses qui restent encore à tester. Ben, merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, je pense qu'on allait regrouper avec Thomas. Oui. J'ai une question sur les régimes variés des 5 fruits et légumes pour les ravageurs, enfin en tout cas ceux que nous appelons les ravageurs. Donc il semblerait, les observations ici dans les Ardennes montrent qu'après l'attaque massive des scolytes sur les épicéas, on constate aussi des dépérissements avec des galeries, mais je ne sais pas s'il s'agit de la même espèce, sur le pin sylvestre et sur le thuya. Donc est-ce que c'est des choses qui sont documentées ou que vous connaissez? Pas moi, mais j'ai pu lire un article précisément où j'ai mis un peu plus tard. Bon, finalement, j'ai décidé de sortir, mais là, je profite pour vous montrer les résultats où ils ont comparé précisément des parcelles mélangées. Donc là, l'épicéa, il a mélangé avec du pain, du larice et d'autres essences. Bon, là, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en gros, il concluait qu'en général, les diversifier, c'était bien pour réduire les dégâts, mais pas avec n'importe lesquels. Et par exemple, les pains, qu'on s'est demandé, normalement, quand ils sont tout seuls, ils ne souffrent pas beaucoup de dégâts. Par contre, quand ils sont accompagnés par des l'épicéa, là, on peut avoir plus d'infestations sous les pins de ce qu'on les trouverait tout seuls. Donc, justement, la dynamique des populations, plus les populations sont nombreuses, elles vont avoir tendance à aller chercher tout ce qu'elles veulent. Quand la ressource préférée n'est plus là, s'il y a une autre qui est moins préférée, qui s'arrive à manger aussi, ils ne vont pas se laisser mourir. Surtout là, je suppose que c'est d'autres espèces, ou une autre espèce, voire peut-être même pas des scolytes. Il y en a. Mais ça peut être autre chose. Oui, après, il dit là. Ouais. Elle est plus près, mais il y a des attaques de scolytes, entre eux. Oui. Mais quand vous dites scolyte, c'est typographe ou c'est... Alors non, justement, je n'ai pas déterminé parce que j'ai constaté les galeries, mais l'autre était pareil, enfin l'insecte est parti depuis longtemps. Mais voilà, on commence à en voir. Parce que je pense que les scolytes sont quand même assez spécifiques de leur hôte quand même. Je sais pas... En fait, sur le moment, alors, du coup, comme on assiste simultanément dans la même période de temps à des attaques qui semblent être, sous réserve d'études plus précises, on peut penser que soit c'est parce que les conditions abiotiques font que la prolifération de tous ces ravageurs est concomitante, soit parce que les populations ont une telle densité et la plante préférée ayant en grande partie disparu de beaucoup d'endroits, il
faut bien qu'ils se rabattent peut-être sur autre chose, mais c'est juste... Alors, il y a une autre hypothèse, c'est que les arbres qui sont en stress hydrique ou qui commencent à être attaqués par des scolites, donc là par exemple ça pourrait être l'épicéa, émettent des composés organiques volatiles, phénoliques, qui sont en fait reconnus par différentes espèces de scolites. Et peut-être que même si, disons que différentes espèces de scolites répondent au même type de composés, parce qu'on retrouve ces composés, c'est le même genre de famille et qui sont produits par les sapins, les épicéas, les pins, etc. Donc en fait, il y a peut-être des scolites qui attaquent des espèces différentes, mais qui peuvent être attirés par les composés phénoliques émis par un arbre qui est en stress. Donc peut-être qu'il y a un effet, je dirais, d'agglomération, parce que le épicéa est attaqué ou en stress, il émet des phénols qui sont reconnus par des scolites du pin par exemple, et qui en arrivant, ils sont attirés par les scolites. Et puis s'il y a du pin sur place, ben, ils vont aller sur le pin. C'est une autre hypothèse. Oui. Est-ce que chaque insecte a un prédateur? Oui, très certainement. Ils sont surtout avec les espèces natives en fait, ils sont inclus dans un réseau trophique. Le problème, c'est que dans la régulation, on trouve, quand on regarde des galeries de scolites, on trouve toujours des prédateurs à l'intérieur. Donc il y a toujours vraiment de la consommation. Mais ce qui va faire, c'est la balance entre la quantité de proie et la quantité de prédateurs. Et dans ces dynamiques proie-prédateur, souvent, en fait, on a d'abord une croissance des proies qui fait que ça favorise petit à petit la démographie des prédateurs, mais ils sont en retard en fait. Et en fait, quand les prédateurs deviennent suffisamment nombreux, bah là, ils vont avoir l'impact sur la population de proies. Donc là, c'est les proies qui vont décroître et il y aura plus de prédateurs que de proies. Et ensuite, comme il y aura trop de prédateurs par rapport aux proies disponibles, bah, les prédateurs vont redécroître. Est-ce que vous travaillez sur l'éthique? Est-ce que ça va... je sais que ça n'a rien à voir avec tout ça, mais est-ce que ça rentre aussi dans... L'éthique Est-ce que ça sert à quelque chose, l'éthique, dans la nature? Bah, vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Non, mais justement, j'essaye de... poser des questions. Ouais. Alors, il y a énormément d'organismes qui mangent des tiques, par exemple. Non, mais Non, à Bordeaux, à l'INRA de Bordeaux, il y a une thèse maintenant qui commence sur l'effet de la biodiversité sur l'éthique. Mais il faudra attendre quelques années pour avoir les résultats. Ils sont très appréciés du Borrelia, par exemple. Donc, du coup, Borrelia favorise... Je vous retourne ça parce qu'on a souvent à quoi servent les moustiques, à quoi servent les cafards. Bon, c'est complètement anthropocentrique. Donc, les tiques sont vraiment une source de nourriture pour plein d'insectes, d'autres insectes, pour des oiseaux aussi. Les étourneaux adorent, quand on les voit se balader dans l'herbe, les étourneaux, ils cherchent les tiques en fait, souvent. Donc, ça sert à plein de choses. Il y a une question aussi plus générale, parce qu'en fait, on parle d'une espèce de mythe d'une forêt qui serait très mélangée et qui du coup ne serait jamais attaquée par personne, sauf par des gentils. Mais en même temps, si on change d'échelle, c'est-à-dire que si on lieu de considérer une ou deux ou trois parcelles, ou même un petit massif forestier, si on considère par exemple les Ardennes, on voit bien que la forêt est quand même mélangée, même s'il y a bien sûr des épicéas, il y a des résineux, on ne le nie pas. Du coup, ça fait relativement une forêt mélangée à cette échelle-là, à une échelle départementale. Donc on voit bien qu'en fait, c'est pas uniquement, et peut-être pas du tout d'ailleurs, dans le mélange spécifique qu'on aura les réponses. On l'a vu par exemple dans une maladie qui était véhiculée indirectement par un insecte qui était la graphiose de l'orme. On a bien vu qu'il n'y avait pas des plantations monospécifiques d'ormes. Pourtant, une grande partie des ormes ont disparu. Voilà. Donc, il faut peut-être aussi un peu tempérer l'enthousiasme romantique qui considérerait à penser que du moment qu'on est très nombreux et très différents, on ne va pas mourir. La preuve, ici, apparemment, tout le monde va mourir. Oui. Oui. Oui, non, mais à l'échelle de la forêt, quelle échelle on prend pour de la forêt? Est-ce qu'on prend juste 3 parcelles, ou est-ce qu'on prend un département, ou est-ce qu'on prend un pays? Oui, mais après, ça dépend aussi... même s'il y avait, je ne l'ai pas connu, bien sûr, mais s'il y avait plusieurs espèces, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est du sable. Oui, c'est sûr. Après, déjà, il y a beaucoup de recherches qui se font maintenant par rapport pour savoir à quelle échelle la diversité en effet. Bon, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait capable de répondre et dire il y a autant d'hectares. Après, quand on se pose au niveau de la communauté aussi, vous pouvez dire il y a cette espèce, il était mélangé mais il a disparu. Mais au niveau de la communauté, il y a quel autre qui reste? Quand on se pose la question au niveau de la communauté, souvent on regarde la productivité de la communauté en entier. Donc il y a une espèce qui a disparu, mais est-ce que les autres se vont bénéficier? Est-ce qu'ils produisent toujours autant? À mon avis, c'est plutôt le modèle industriel qui est à interroger, le modèle économique. Parce qu'en fait, si on avait la capacité d'utiliser économiquement l'ensemble des essences forestières qui sont possiblement
cultivable en France, on n'aurait pas de problème. L'épicéa disparaîtrait, on mettrait du boulot, le boulot disparaîtrait, on mettrait autre chose. Sauf que, en fait, on s'aperçoit que la demande industrielle, c'est plutôt des produits qui sont réguliers, faciles à scier, avec moins de défauts mécaniques, etc. Après, sans vouloir écorcher le romantisme qu'on a envie d'avoir vis-à-vis des forêts par rapport à ce qui était dit par le collègue italien en disant finalement, voilà, faut diversifier, tout ira bien. En fait, faut quand même comprendre que les systèmes écologiques, c'est de la dynamique en fait. On a l'impression que c'est stable, mais en fait, c'est pas stable, c'est stationnaire. C'est-à-dire que ça bouge, mais ça reste au même niveau, mais ça bouge, selon ce qu'on regarde. Et en fait, l'exemple qu'on peut prendre pour ça, en fait, c'est les grands parcs nationaux américains qui sont des modèles en fait de préservation. Il y a des interdictions formelles d'intervenir, même en cas de population de scolites, de feu, etc. C'est l'idée de la non-action, on laisse faire la nature, hein, c'est vraiment l'adage là-bas. Mais, donc il y a des forêts très riches, plein d'espèces, très diversifiées, insectes, oiseaux, végétales, etc. Et bien périodiquement, dans ces systèmes-là qu'on pourrait juger le top, quoi, enfin ça fait rêver, et ben il y a des événements de perturbation. Les scolites, en fait, là-bas, ils n'ont pas émergé avec la sécheresse, en fait. C'est juste que il y a une combinaison de facteurs, il y a peut-être des facteurs qui ont fait que les prédateurs des scolites ont baissé en densité, peut-être que le climat a accéléré le développement des scolites sans forcément altérer la santé des plantes. Hein. Mais il y a des facteurs qui font que d'un coup, il y a une espèce qui va exploser. Et là, on a un événement de perturbation qui peut être massif, même dans des systèmes qu'on juge a priori exempts, quoi. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que tout est diversifié, tout est bien, que c'est forcément... Héraclite disait il y a déjà 2500 ans, la seule chose durable, c'est le changement. Après, c'est la capacité à répondre de ces forêts qui sont plus diversifiées. Oui, complètement. Mais disons que dans ces parcs-là, et puis il y a beaucoup d'écologistes qui voient la perturbation comme un élément du système, en fait. Donc c'est un élément transitoire du système. Et s'il y a les capacités effectivement de réponse, on a une résilience, on a un retour à un état peut-être plus ou moins égal à celui d'avant. Mais les perturbations existent aussi. Quoi. Le problème là qu'on rencontre, c'est quand les perturbations interfèrent avec une activité économique finalement. C'est plus acceptable. Alors, est-ce qu'il y a une demande politique, parce que tout est régi par la politique, l'ONF, c'est politique. Est-ce qu'il y a une demande politique de réflexion sur la forêt? Si vous êtes en recherche, comment ça marche? Là, c'est vraiment une question, je n'ai pas de réponse, je pose une question. Nous, dans notre organisme, à l'INRAE, il y a un département de recherche qui regroupe différentes unités de recherche, qui regroupe, je ne sais pas exactement combien il y a de chercheurs dans ce département, mais en fait, c'est écologie et diversité. Donc, on nous demande de travailler sur les forêts, les prairies et les milieux naturels. Donc, il y a quand même une politique d'améliorer les connaissances et d'améliorer les prédictions de la réponse de ces écosystèmes aux grands changements auxquels on est confronté. Je parle pour mon institut, après. Après, on a des demandes du ministère ponctuelles. Certains d'entre nous, alors pas tous, mais on a des commandes. Faites-nous un rapport là-dessus. Qu'est-ce qu'on sait sur ce point? Sur les incendies, par exemple, c'est un des trucs qu'on étudie. Il y a des demandes ministérielles pour savoir quel est le risque et comment il va augmenter dans les prochaines années. Non, vas-y, il parlait tellement bien, tiens. Et après, pour répondre à tout ça, comme le carbone. En fait, le monsieur a répondu à ma question, donc on vous demande des axes de recherche. Oui, complètement. Bien répondu. Merci. Il y a plusieurs voies. Il y a la voie on propose quelque chose à l'ANR, on demande un financement pour ça, et il y a la voie, c'est une demande du ministère auquel on n'est pas obligé de répondre, mais quand on a la possibilité, on même bien pas. Vous parliez des perturbations qui arrivent dans un environnement par rapport, dans un environnement naturel. Moi, ma question est par rapport à tout ce qui a été dit finalement cet après-midi. Est-ce que nous, on ne serait pas une perturbation durable qui, du coup, empêche l'écosystème de retrouver un équilibre dynamique, comme vous l'avez dit? Parce que quand la perturbation devient durable, c'est comme quand la crise, quand elle est perpétuelle, c'est plus une crise, c'est un fonctionnement. Et donc là, j'ai souvent l'impression qu'on interroge le fonctionnement des forêts et qu'on n'interroge pas beaucoup les nôtres. C'est parce qu'on fait partie du fonctionnement. C'est notre fonctionnement qu'on devrait interroger. Je pense que l'espèce humaine a été reconnue comme celle qui a le plus gros impact sur son environnement, en fait, parmi toutes les autres espèces. C'est la seule espèce qui a réussi à coloniser la totalité de la planète. Après, c'est un ordre de réflexion un peu différent. Donc en fait, les perturbations qu'on induit dans l'écosystème sont des perturbations certes graves et importantes, mais
équivalentes à des perturbations qui font le scolyte, ou qui font l'éthique, ou voilà. Je pense que l'ornithologue qui va observer une espèce rare machine. dans une forêt est un tueur d'acariens et de colamboles en déambulant sur le sentier. Enfin, il y a plein de... Mais ça, bon, c'est... Non, c'est juste pour dire que c'est vrai, quand on parle des forêts, on a toujours des conséquences, comme tout ce que vous venez de nous dire, qui est passionnant. Moi, je me suis régalée de vous écouter, j'ai appris des choses, j'ai restructuré mes savoirs, mais je me dis que finalement, on rencontre rarement des sociologues dans ce genre de réunion, ça c'est peut-être à l'ONF qu'il faut expliquer, des psychologues aussi, pour nous expliquer finalement comment nous on fonctionne, parce que en fait, j'entendais sur les règlements, les lois, là, sur le BRF, pas le BRF, le menu bois qu'il faut laisser en forêt, on le sait, c'est étudié. Je vois en région, Bourgogne-Franche-Comté, au niveau régional, on a dit il faut laisser le menu bois en forêt, il n'y a pas de problème. Tout le monde était d'accord dans la salle, dans le bureau. Vous sortez en forêt, le menu bois, il est sur le bord de route pour attendre de partir au déchiquetage non granulé. Donc il y a des problèmes qui là ne sont même pas de la connaissance. On connaît le problème, ils ne sont même pas du problème économique, puisque les acteurs économiques qui sont représentatifs étaient d'accord sur ce, mais à l'arrivée, ça ne fonctionne quand même pas. Mais c'est au niveau de notre société que ça ne fonctionne pas, que les infos ne passent pas. Donc c'est un peu enfin, c'est super qu'on ait tout ça, mais je me demande si parfois, au même titre qu'on étudie le scolyte et qu'on étudie tout ce que vous nous avez montré, j'aimerais bien voir le petit Homo sapiens à un moment donné, comment est-ce qu'il fonctionne là-dedans, et puis finalement, comment est-ce qu'il faudrait le gérer celui-là, pour que... Le virus s'en occupe. Ce sont les moustiques les plus gros tueurs d'humains sur Terre. Exactement. Et on le disait à un moment donné, sauver la forêt, manger du castor. Alors c'est bien noté parce qu'en fait on a essayé de varier la diversité des intervenants, mais on comptait aussi sur la participation de tout le monde pour aborder des questions de société. On n'a pas d'intervention qui sera dirigée précisément vers ça, mais on compte sur le travail de tous pour aborder ces questions-là. À ce sujet-là, il y a un philosophe américain qui est très intéressant, dont sans doute la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler, c'est John Bert Callicott, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Pour une éthique de la Terre, et où justement il pose toutes ces questions-là. C'est quoi la place de l'homme dans l'ensemble et comment on doit se comporter pour une véritable éthique de la Terre. Le tigre meurt avec ses rayures. J'aurais une question, moi, pour le zèbre aussi. réhabiliter un peu les Asiatiques, parce qu'en fait, on les accuse de bien des mots dans la forêt, etc. Donc, le commerce international, il va dans deux sens. Les flèches que vous nous avez montrées, elles allaient seulement dans un sens. Alors, est-ce qu'on leur a envoyé des pestes nous... Oui, tout à fait. Oui. Ça rassure pas. Oui. Là, en fait, ce que je présentais, c'était les arrivées en Europe. Après, il y a aussi ce qu'on envoie. Mais l'Europe est quand même très peu... exportatrice d'espèces. Si vous jugez le nombre de containers qui partent de nos forêts pour partir, ouais, il va y avoir un paquet de prédateurs et de ravageurs qui sont partis en Chine. L'Europe est quand même un réceptacle assez important, assez massif d'espèces exotiques, plus que l'Asie notamment. Du coup, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a dans d'autres régions du monde, l'Asie en l'occurrence, parce que le commerce de bois entre l'Europe et l'Asie notamment est très important depuis quelques années, est-ce qu'on assiste dans les pays asiatiques à des invasions particulières ou à des problèmes sanitaires plus importants que ce qui pouvait être vu précédemment? Oui, ils sont exposés aux invasions. Vraiment pas bon que... Les arbres sont très bons. Non, mais je pense que le problème de la globalisation est tellement, par définition globale, que toutes les aires sont touchées. Oui, monsieur voulait plutôt... J'avais une petite réaction par rapport à ce qui s'est dit. J'entends souvent ça en tant que forestier. C'est-à-dire que dès qu'on commence à établir quelques conclusions ou quelques pistes, alors du côté des chercheurs, c'est normal d'être très prudent, mais là, dès qu'on soulève la question des forêts mélangées, il faut tout de suite dire que ce n'est pas l'idéal. Moi, je pense quand même qu'il faut avancer dans certaines choses et que par rapport à ce qu'on peut dire sur les grands parcs américains, il faut faire le constat que nous, l'écosystème, il est très très morcelé dans nos pays. Oui, et je pense que quand je fais le rapprochement avec ce que nous disait Olivier tout à l'heure, il y a certaines espèces patrimoniales qui ont une distance de dispersion de 800 mètres. Je pense quand même que la direction globalement elle doit aller vers un mélange à petite échelle, c'est mon avis. On va toujours se dire c'est à l'échelle du massif, de la région. Je pense que dans l'incertitude où on a tout intérêt à mon avis à regarder du bois mort et du mélange à petite échelle. Et j'ai une question parce que vous êtes très dans la méta-analyse, alors je la pose
à tout hasard, c'est pas votre domaine, mais il y a moi quelque chose qui m'intéresse en tant que forestier, c'est on a parlé un peu de la diversité génétique au sein d'une même espèce d'arbre. Oui. Si je prends le scolite, il y a des choses assez connues dans les Vosges, dont je suis originaire. C'est que l'écotype, ce qu'on appelle l'écotype vosgien, que c'est un écotype, une race locale, enfin peu importe, dans les Vosges, l'épicéa n'est pas indigène, sauf dans certains endroits très ciblés, des trous à geler, où s'est développé un écotype depuis finalement assez peu de temps, mais qui est très spécifique. Et on constate que il y a plein d'endroits où l'épidémie de scolite, elle s'arrête à l'écotype vosgien, qui extérieurement ressemble quand même pas mal à l'épicéa qu'on a planté, qui vient de Tchécoslovaquie ou je ne sais pas où. Donc voilà, on le constate, c'est-à-dire il y a carrément des épidémies qui se stoppent, c'est la même espèce, mais parce que l'écotype est différent. Donc je pense que là, il y a un levier vachement important pour le forestier de reconnaître les génotypes. Alors, c'est assez facile quand c'est des écotypes. On a quand même des caractères visuels. Moi, je me pose la question, je ne sais pas si ça marcherait dans l'épicéa, mais pourquoi pas. Je me pose beaucoup la question dans les feuillus, les chênes et les hêtres, parce qu'il y a des équipes de recherche, ça a fait un peu le buzz il y a 2 ans, 3 ans, qui ont montré que les arbres étaient des usines à mutation. Les fameuses études qui disent qu'il y aurait peut-être 20 à 30 génotypes différents sur un chêne de 150 ans, par exemple. Des études en Suisse et en France. Donc je ne sais pas si vous avez... Des génotypes différents sur un chêne? Oui, un chêne de 150 ans. En fait, voilà, Francis Allais a travaillé là-dessus depuis longtemps. Alors voilà, en fait, puisque les rameaux se différencient les uns des autres et qui subissent des divisions, bien évidemment, donc le taux de mutation de chaque bourgeon fait que dans un arbre qui a 200 ans, on peut imaginer qu'il y a d'une branche à l'autre des centaines de mutations qui ont une. Et Francis Allais, c'est marrant, le disait il y a 15 ou 20 ans en forêt tropicale, et c'était une supposition par l'observation de caractères extérieurs. Et là, ça a été démontré par le séquençage des génotypes. Donc effectivement, on a des chênes qui mutent année après année. Il semblerait que là-dessus, il y ait des phénomènes épigénétiques démontrés chez le peuplier, où là, c'est carrément dirigé contre un stress hydrique, où c'est l'ARN qui va, le système d'ARN messager qui vont s'adapter, et avec des transformations qui sont ensuite conservées dans la phylogénèse de cette branche-là, qui pourrait arriver aux semences, etc. Donc, ça ouvre quand même pas mal de perspectives, quand on commence à chercher l'essence du futur. Si on se dit, un chêne, il a 150 génotypes, puis peut-être des phénomènes épigénétiques, puis ça se conserve dans les semences, puis une fois que le gland tombe, selon l'endroit où il tombe, il a des possibilités, il duplique ses gènes 3 fois plus vite que d'autres, etc. Ça finit par faire des possibilités infinies sur un seul arbre. Je crois que ça s'appelle la régénération naturelle. Oui, ouais, le problème, c'est que là, on le fait en aveugle, et puis on sait très bien que c'est intéressant. Voilà, des fois, il y en a qui vivent, qui plantent de la vigne, c'est du Bourgogne, et des fois, c'est de la merde. Moi, ma question, c'est que j'aimerais l'utiliser, ça. Et c'est d'ailleurs, je suis un peu en recherche, il y a l'équipe d'Antoine Kremer à Bordeaux, qui a étudié beaucoup de chênes, mais je suis à la recherche de ça sur le hêtre. Alors je pose la question si les gens ont entendu parler de recherche sur ce sujet, parce que j'imagine que peut-être certains caractères externes, comme l'architecture des arbres, pourraient nous mettre sur la voie, savoir identifier, nous, quand on choisit des arbres en tant que forestier en martelage, dans les éclaircies. Moi, je suis très très demandeur d'indicateurs, même imparfaits, visuels, qui permettent de se dire, j'essaye d'observer ça, et parfois j'ai vu des chênes qui fourchent dès la base, une belle fourche, alors j'ai une photographie, puis visuellement j'ai des intuitions, et qui, côté droit, ont un beau houppier de chêne sessile, très étalé, et puis de l'autre côté un houppier typique de chêne pédonculé, alors on sait qu'il y a des hybrides, mais là en l'occurrence on a l'impression qu'il y a eu une mutation à un moment. Donc voilà, je posais la question parce que je n'arrive pas trop à trouver de... L'enjeu pour le praticien sylvicole, c'est bien d'arriver à trouver les arbres entre guillemets d'avenir, sans forcément substituer des essences, en le faisant, mais très partiellement, pour ne pas faire de catastrophe, en essayant d'utiliser les essences autochtones, qui ont peut-être la capacité de passer le cap parce qu'on a très très mal évalué leur véritable capacité d'adaptation. Après, la temporalité des forestiers et des arbres, malheureusement, c'est que le forestier qui observe la mutation et celui qui observera le résultat du gland, le problème c'est qu'entre les deux, il faut trouver... Et ça, c'est un problème de LS en fait. Plus le problème de la recherche, parce que la limite, on me donne quelques indicateurs, on fait des choix tous les jours. Moi, je vois les collègues qui font des coupes sanitaires en courant, parce qu'on n'a pas le temps de marcher.
Et donc, ils parcourent toute leur forêt à taper les arbres soi-disant malades, sauf que, je leur dis souvent, mais entre l'arbre malade et l'arbre résilient, probablement qu'il y a plein de cas où ils se ressemblent comme deux jumeaux. Et que si on prenait le temps, qu'on avait de nouveaux indices visuels, il y a certains arbres qui ont beau crever, il ne faudrait surtout pas les couper. Et vous décrivez une situation qui, dans le domaine animal, ça a conduit au airbook, à des choses comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il y ait dans les observateurs, depuis la graine jusqu'au produit final, une filiation qui fasse que l'expérience se communique en fait. Le problème dans la forêt, c'est que sélectionner des vaches, c'est beaucoup plus rapide pour arriver à un résultat et avoir l'œil de l'éleveur, et il peut distinguer que telle bête, elle sera plutôt bien, mais telle autre, il va s'en débarrasser. Mais ça va beaucoup plus vite. Ce que tu dis s'applique très très bien à la calarose, aux frênes calarosées, qui peuvent souffrir des années, mais finalement se révéler être, entre guillemets, relativement résistants, et qui vont se reproduire plutôt bien. J'ai vu dans un reportage un luthier à Mirecourt qui va choisir les arbres et parlait tout le temps de frapper les arbres. Lui, il tape l'arbre et au son qu'il fait, c'est comme ça qu'il choisit son arbre. Voilà. Mais sur ça, je voulais juste rebondir, ça me rappelle une discussion que j'ai souvent avec un collègue généticien qui travaille sur l'adaptation des arbres en fait, dans mon unité. Et c'est un éclair de génie, sa réflexion, c'est la suivante, bon, on discute ensemble de ce qui m'intéresse en fait. J'essaie de comprendre pourquoi les arbres ils sont attaqués, pourquoi ils meurent quoi, en gros. En regardant les traits de l'arbre et puis les traits des insectes. Et lui, souvent il me regarde et me dit mais oui, mais en fait, ok, mais ce qui compte finalement, pourquoi il ne faudrait pas regarder ceux qui meurent pas? Parce que c'est peut-être ceux-là qui sont intéressants finalement. Et je trouve ça très juste en fait, parce que c'est peut-être ceux qui survivent qui sont les porteurs de tout quoi. Et après, les arbres ils sont là, mais l'arbre tout seul, ça ne veut rien dire. Parce que l'arbre il est dans un écosystème. Il a des voisins, il a des grandes relations avec des champignons, des mycorhizes, des bactéries et tout. C'est un milieu, de juste baser la génétique. J'ai un collègue forestier, il est omnibulé par les origines de pins sylvestres. Et il est persuadé que tous les pins moches sont d'une origine et tous les beaux sont d'une autre. Bon, il a 80 ans, mais ça fait 50 ans qu'il est omnibulé avec ça. Hein. Et la génétique, c'est une chose, mais c'est peut-être pas tout ce qui existe. Ouais, mais c'est quand même un des éléments déterminants de l'interaction de l'arbre avec son environnement. Mais reste que si il n'y avait pas la dimension économique, nous ne serions pas ici. Tout ceci ne poserait aucun problème. Voilà, en fait. La disparition d'une bactérie quelque part dans un sol forestier n'intéresse personne, alors qu'il y en a peut-être autant qui disparaissent que des cerfs. Je voulais vous poser une question sur votre méthode de travail, c'est-à-dire quand vous lancez une recherche particulière, comment vous travaillez? Vous travaillez à partir d'un seul peuplement, de plusieurs peuplements, sur des réserves biologiques intégrales, ou au contraire sur des zones, enfin vous allez me dire c'est peut-être un peu tout ça, mais expliquez-nous un peu le maximum de données. En fait, la réponse, je dirais c'est un peu tout. En fait. Oui. C'est parce que ça dépend d'une part de la question qu'on se pose. Et en fait, selon la question qu'on se pose, on va devoir mettre en œuvre les éléments qui seront nécessaires pour obtenir la réponse adéquate, et dans les manières, de la façon la plus rigoureuse, et qui nous donnera le plus de confiance dans le résultat. Donc pour certaines questions, ça peut suffire de s'intéresser à une seule population, mais là on va choisir peut-être beaucoup d'arbres de la même population. Et puis pour d'autres questions, on va se dire, on ne peut pas matériellement travailler sur 100 arbres d'une population, 100 arbres d'une autre, mais on va se dire, on va en prendre peut-être que 10 dans chaque, mais on va multiplier les populations parce que ces populations sont dans des contextes environnementaux différents, donc on intègre la variabilité, les possibles en fait. Donc il n'y a pas de réponse absolue, ça dépend beaucoup de l'objet de recherche. En fait. Globalement, quand vous lancez une recherche, ça concerne quelques dizaines d'arbres, ou quelques centaines d'arbres, ou quelques milliers d'arbres. En général, ça ne concerne pas forcément un arbre en concret. Normalement, en tout cas, quand on demande, c'est une question qu'on doit répondre. Et là, avec ces questions, on fait avec les moyens qu'on a, les meilleurs possibles pour répondre à cette question. Sans forcément... Nous, moi, en tout cas, j'ai moins d'expérience que Thomas, mais on ne va jamais nous dire allez voir ces arbres-là, étudier qu'est-ce qui les arrive, pourquoi ils dépérissent. Ils vont plutôt nous demander une question il y a ces problèmes de scolytes, pourquoi il y a à une plus grosse échelle. Par exemple, quel est l'effet de la biodiversité sous les scolytes, ou des questions un peu plus larges. Ils ne vont pas forcément nous donner
Et il y a cet arbre-là. Vous êtes bien confronté au problème du terrain. Oui, oui, c'est sûr. Enfin, il y a le problème du terrain, il y a le problème financier aussi. Donc, il y a aussi les moyens qu'on a. Des fois, si on avait des moyens illimités, on travaillerait certainement sur plus de population parce qu'on pourrait embaucher plus de monde pour travailler. Mais on arrive quand même à travailler avec des effectifs ou des types de protocoles qui nous permettent, quand on essaie de bien faire son travail, même si on n'a pas les conditions idéales, le nombre idéal, d'aller vers le mieux, vers ce qui donne le plus confiance dans les résultats qu'on a. Est-ce que vous avez des relais, je vois par exemple au niveau des techniciens de l'ONF, etc. C'est-à-dire que vous pouvez leur soumettre des protocoles qu'eux ils suivent et ils vous en donnent régulièrement les résultats, comme on fait pour une station météo ici. Ça se passe comme ça. Oui, tout à fait. Nous, on travaille beaucoup avec l'ONF, avec le DSF, le département santé des forêts. C'est vraiment des interlocuteurs des premiers ordres, justement. Et avec les privés, vous arrivez aussi à travailler ou c'est compliqué? Moi, j'ai pas eu l'occasion. Mais... Non, moi, c'est... Si on travaille dans des forêts privées, c'est via... la forêt française. Oui. Il y avait encore des questions là-bas, non? Tout à l'heure, vous aviez la main, je sais pas. Oui. Moi, j'avais une question, qui n'est pas proprement technique ou financière, même si en forestier, j'étais encore étonné d'entendre Fred qui parle de coupe sanitaire. À la fin de ma carrière, ou même assez rapidement dans ma carrière, je me disais, à quoi je sers en fait? Parce que marquer un arbre, c'est pas anodin, et ça me posait de plus en plus de questions éthiques et en même temps écologiques. Parce que justement, le choix que fait le forestier, il n'est pas nécessairement conscient ou intégré dans chaque personne, chaque porte-marteau, mais on fait des choix qui sont guidés par toute une foule de critères qu'il faut analyser en quelques secondes ou quelques minutes, qui sont le peuplement. Et je me disais, à quoi je sers? En fait, il faut que je laisse tout. Je ne tape plus rien. Parce que je détruis quelque chose. Donc il faut bien comprendre que la forêt, qu'on connaît, même les chênés, on n'a pas des grandes chênés, Colbert, Poncé, etc., mais même les anciens TSF, Thalys ou Futé, il y a quelques siècles, sont des forêts complètement anthropisées. Si le chêne a été favorisé pendant des siècles, c'était pour faire des bateaux de guerre et des navires de commerce. Il n'y avait pas de ferraille à l'époque, donc tout était en bois. Et le bois, c'était la matière principale pour la navigation, pour la construction, pour le combustible. Voilà. Donc on est parti à un moment, et je voulais intervenir là, j'ai pas fait, on est parti sur des questions quasiment philosophiques et sociologiques, philosophiques sur la forêt, la place de l'homme, c'était toi qui en as parlé. Et moi, il y a des termes qui sont utilisés, je dirais, un peu sans y faire attention. Mais dans la bouche de scientifiques, de chercheurs comme vous, c'est des termes, donc c'est ça, question sémantique. C'est les mots d'attaque, les mots d'invasion, les mots d'ennemi. Là, toi, Thomas, par exemple, tu as parlé à un moment, tu as dit au moins 10 fois le mot attaque en France. On fait partie de la nature. Si on considère que l'homme est dans la nature, ce que je considère en tout cas, est-ce qu'il faut parler d'attaque, d'invasion? Ce sont des mots guerriers, ce sont des mots qui sont agressifs, qui sous-entendent un danger et une peur, surtout une peur. Et donc cette peur, on la reçoit par les forestiers, surtout quand on voit des peuplements qui dépérissent, c'est un crève-cœur. Moi je dirais honnêtement, depuis 10 ans, la crise entre guillemets scolite, elle a commencé en 76, la grande sécheresse de 76, pour ceux qui étaient nés. En 2003, là, ça a été énorme, mais surtout 99, la tempête. Parce que là, c'est pas biotique, là, c'est abiotique. La tempête, ça a été quelque chose qui a renversé quasiment tous les peuplements d'épicéas pleines. Mais du coup, si c'est ça la question, on va juste faire laisser répondre parce qu'après on doit continuer avec quelque chose qui va vous réjouir aussi tous, je pense, plus tard. En fait, j'ai juste une réponse en... Sur les termes, est-ce qu'il faudrait pas en trouver d'autres? Parce que... Si je peux répondre, En fait, sur l'aspect sémantique, concrètement, un lion qui va se nourrir sur une gazelle, il fait quoi pour toi? Est-ce qu'un lion qui va devoir se nourrir, qui va attaquer une gazelle? Moi je dis attaquer. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Comment tu définirais cette action? C'est un prédateur, il se nourrit.
Il se nourrit. Bah, se nourrir, c'est ingérer la nourriture. Pour l'attraper, il attaque. Donc en fait, clairement, enfin, pour moi, c'est un terme. Un insecte. Ben, oui, mais. D'accord. Bon. Okay. Il n'y a pas d'intention de mise à mort, agressive et d'ennemi. Oui, mais là, c'est complètement anthropocentrique. Enfin, oui. Après, l'idée, c'est... est-ce que, par exemple, en fait, pour faire le parallèle avec la forêt, je pense que là, on est avec des forestiers, des exploitants forestiers. Donc la forêt, alors c'est éthique ou philosophique, mais les arbres sont considérés comme un bien qui sont mis en danger par les insectes. Est-ce que toi, par exemple, tu es dans ta voiture, ta fenêtre ouverte, un être humain te prend ton sac, tu peux considérer ça comme une attaque ou pas? Tu dis quoi? Il m'a fait quoi? Il m'a dérobé? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est... non, mais les termes sont bon, pour défendre l'utilisation de termes attaque, invasion, ennemi, c'est clairement anthropocentrique puisque j'ai défini les insectes phytophages comme des insectes qui interféraient là, dans le cadre de ce que je parlais, avec les activités humaines. Donc clairement, c'est l'attaque du bien que s'approprie, enfin de ce que s'approprie l'humain. Et puis pour l'invasion, en fait, il y a deux points de vue en fait. Il y a les espèces exotiques, on dit qu'elles sont introduites. Après, elles peuvent s'adapter à l'environnement dans lequel elles s'introduisent, se disperser, exploiter le milieu, sans qu'il y ait d'effets notables sur notre activité. Donc on considère que même si elles échappent à notre contrôle, elles ne nous impactent pas. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'invasion. Le terme invasion, c'est quand il y a une interférence avec les activités humaines. Donc c'est un choix sémantique qui est dans la communauté scientifique, en fait. On va garder cette réflexion sur la sémantique, elle sera très intéressante à reprendre dans les ateliers, en discussion en petits groupes. On va remercier Peter et Thomas pour leur intervention.